Donc, débutons sans plus tarder avec M. Aymon. Avant de commencer la lecture de mon texte, je voudrais juste profiter de l'occasion pour remercier mes professeurs du département d'anthropologie de l'Université de Montréal dans les années 70 qui n'ont eu aucun souci de mon destin professionnel. Et qui m'ont enseigné des choses belles et inutiles comme la structure de parenté chez les Iroquois et la décoration des étuis péniens chez les Yanomami. La beauté du monde. Alors, les gens des livres. Je me demande si, en temps de paix, sur 3 ou 4 générations, beaucoup de sociétés ont connu des changements aussi radicaux que la nôtre. Au Québec, en moins d'un siècle, une culture paysanne et catholique dont les racines remontaient au Moyen Âge français a été balayée. Il n'en reste aujourd'hui que des traces. Travail, foi, structure familiale, rôle sexuel, rapport au temps, à la nature, au savoir, il ne reste presque plus rien du monde où mes grands-parents ont vécu. Leur langue même n'est plus. Dans ma famille, une façon de parler où s'entendaient encore des accents et des mots du 17e siècle s'est éteinte avec une vieille tante morte récemment, à plus de 100 ans. La vieille culture canadienne-française a cessé d'être. Il reste aujourd'hui une culture que nous appelons québécoise et qui me semble parfois ne plus être qu'une variante du modèle nord-américain. Tout cela s'est passé peut-être un peu plus rapidement chez nous qu'ailleurs, mais c'est l'Occident tout entier qui a été touché par des bouleversements semblables. Il faut lire les écrits corsaires de Pasolini, où déjà dans les années 60, il pleure la disparition de la culture paysanne et des dialectes régionaux italiens, mais aussi de la culture populaire et ouvrière des villes. C'est une civilisation millénaire qui sombrait. L'unanimité et la non-pensée qui dominaient l'Italie de son temps lui apparaissaient pire que le fascisme. Je le cite, « Aucun centralisme fasciste n'est parvenu à faire ce qu'a fait le centralisme de la société de consommation », écrivait-il. Et aussi ceci, « Je suis profondément convaincu que le vrai fascisme est ce que les sociologues ont gentiment nommé la société de consommation. » Définition qui paraît inoffensive et purement indicative. Il n'en est rien. La télévision est au moins aussi répugnante que les camps d'extermination. Fin de la citation. Pasolini, faut-il le rappeler, accusait pareillement le ministère de l'Éducation italien pour ce laminage généralisé. Voici Pasolini encore, mais Pasolini poète cette fois-ci. « Je pleure un monde mort, mais moi qui le pleure, je ne suis pas mort. » Parce qu'il s'était nourri aux sources de la culture classique autant que de la culture populaire, il pouvait ressentir douloureusement ce manque, ce vide en quoi s'engouffrait l'inculture de son temps et d'une autre. Il pouvait maintenir par ses écrits, par ses films, par sa vie même, un lien fécond avec les richesses du passé. Mais ceux qui pleurent un monde mort sont eux-mêmes mortels. Et ce n'est pas sans inquiétude que nous nous demandons s'il restera chez nous cette sorte d'homme dans un siècle. Y aura-t-il des Vadeboncoeur, des Dumont, des Miron, des Perrault? Restera-t-il des hommes et des femmes capables de penser le monde avec une véritable profondeur historique et culturelle? Y aura-t-il quelqu'un pour les lire, pour les entendre? Nous le souhaitons, et c'est ce qui nous réunit ici. Mais nous voyons chaque jour notre société s'enfermer davantage dans un présent absolu où le pain et les jeux sont l'horizon de l'existence humaine. Nous savons que les civilisations sont mortelles, mais dans la rupture radicale des liens de transmission dont nous sommes témoins, ce que nous pressentons, c'est la fin d'une certaine idée de l'homme, de sa charge et de sa liberté. Et pourtant, certaines cultures survivent au sein même de notre hypermodernité. Lorsqu'il m'arrive de traverser le quartier assidique qui chevauche le Mile End et Outremont, je ne peux m'empêcher de me demander comment ces gens ont fait pour maintenir vivant, malgré quelques concessions au monde moderne, comment ils ont fait pour maintenir vivant une foi et un héritage plusieurs fois millénaires, ainsi qu'une langue et une façon d'être qui se sont transmis presque intactes depuis le XVIIIe siècle. La même question me revient devant les musulmans traditionalistes, au moins pour ce qui est de leur foi et certains aspects de leur mode de vie. Est-ce à dire que la foi, certains diraient une foi aveugle, peut seule garantir la transmission culturelle? On pourrait alors désespérer de l'héritage de notre rationalité et de notre lien aux Grecs et aux Lumières. D'un côté, il y aurait la foi, l'autorité, l'obéissance, la transmission, et de l'autre, la liberté,
l'autonomie, la licence, le vide. Alternative terrible, devant laquelle le monde occidental choisirait certainement le vide. Mais ce n'est heureusement pas si simple. Des écrivains juifs contemporains, dont Amos Oz, Aaron Appelfeld et David Grossman, se débattent avec ce problème. Leurs interrogations peuvent nourrir les nôtres. Dans un livre récent, Juif par les mots, Amos Oz et sa fille Fania Oz Salzberger cherchent une façon de sauver le lien avec le passé sans fermer l'avenir. Ils cherchent une façon d'être en même temps des héritiers et des inventeurs, de transmettre et de poursuivre à la fois. Tous deux se voient comme des gens du livre, mais dans le livre, ils voient davantage une richesse symbolique inépuisable que le poids des prescriptions. Ils ne sont pas croyants, mais ils savent qu'ils ne se sont pas fondés eux-mêmes et qu'un lien vivant avec la source de leur culture les constitue et jusque dans leur liberté. Il me semble que la question de la foi est centrale et que la foi, même celle qu'on n'a plus, est incontournable. Et dire cela, c'est se reconnaître une sorte de foi, en tout cas une croyance. Un professeur de ma connaissance, disons qu'il enseigne dans un département d'arts et lettres, a coutume de se moquer gentiment de ses étudiants que la déconstruction rebute. Car il y a encore des jeunes gens qui croient en l'art avec un A majuscule, qui croient que quelque chose d'ineffable et de grand traverse les poèmes de Rimbaud ou les sculptures de Giacometti, que les déterminations sociales et historiques n'épuisent pas une œuvre et que la pratique artistique, comme ils disent, ne se réduit pas à la mise en œuvre adroite d'un capital culturel. Alors, leur dit-il avec ironie, vous êtes des croyants. Eh bien oui, ce sont des croyants. Chaque année, au Québec, des milliers de jeunes gens sont jetés dans les départements de lettres, de philosophie, de sciences humaines, de beaux-arts, de cinéma, comme par une sorte de marée. Pour la plupart, ils cherchent quelque chose. Le monde contemporain les blesse, et ils ont vu, ou lu, ou entendu quelque chose qui les a persuadés que la vie ne se réduit pas au boulot, au centre d'achat et à la soirée devant la télé et les jeux vidéo. Peu importe quel roman, quel poème, quelle musique, quel tableau, quel film ont déclenché le mouvement qui les a amenés là, ils y sont. Ce sont des réfugiés. Et comme beaucoup de réfugiés, ils ne trouveront pas le havre qu'ils espéraient. Ils arrivent avec une sorte de foi, et trop souvent, on ne leur offre en échange que le soupçon. Je ne dis pas la mise en contexte, la distance et le doute nécessaires à toute lecture profonde. Je ne dis pas la critique. Je dis le soupçon, qui est bien autre chose, qui est une foi, une certitude à l'envers. C'est une myopie qui se prend pour de la pénétration. Et si l'enseignement qu'ils reçoivent, ces jeunes gens, si l'enseignement qu'ils reçoivent ne les laisse pas totalement désenchantés devant les œuvres qu'ils aimaient, l'observation attentive de l'habitus universitaire finira par les convaincre que tout n'est qu'affaire d'intérêt, qu'il faut publier peu importe quoi ou périr, que les alliances sont plus sûres que le patient travail pour garantir un poste et que suivre les courants dominants est toujours plus sûr. Ils étaient venus parce qu'ils pressentaient qu'à travers l'art passait quelque chose de mystérieux et d'essentiel, que la beauté, comme ils l'avaient peut-être lu avec le sentiment d'être en face d'une vérité profonde, que la beauté pouvait sauver le monde et on leur dit que non. Ce qui passe à travers l'art, ce qui lui rentre dedans, c'est tout simplement le monde comme il va. Il n'y a rien à voir, circulez. On fabrique des non-croyants. Et à ceux qui ne décrocheront pas les postes convoités à l'université, à ceux-là incombera la tâche d'enseigner au cégep ou au secondaire, auquel cas la pédagogie obligatoire dominante finira peut-être par avoir leur peau. Si on ne croit pas, si on ne croit plus, pourquoi prêcher dans le désert et tenter de faire aimer Baudelaire ou Éluard? Il est plus simple de donner aux clients, ne parle-t-on pas de clientèle étudiante, il est plus simple de donner aux clients ce que les clients demandent, d'enseigner Harry Potter, Star Wars ou pourquoi pas le Journal de Montréal. Il est plus simple que trouver Dostoïevski, qu'on aimait pourtant à mourir. Il est plus simple de trouver que Dostoïevski est trop difficile pour les étudiants et de louer tout travail qui compte moins de 10 fautes d'orthographe. Dans ces conditions, s'il s'agit simplement de faire que le monde aille comme il va, s'il s'agit simplement de donner à la machine le personnel humain dont la machine a besoin,
Pourquoi s'émouvoir de la disparition des cours de philosophie ou de littérature? S'il ne s'agit que de sauver des postes, je dis finissons-en, cessons de jouer la comédie, la bête à gagner, devenons plombiers, coiffeurs ou préposés aux bénéficiaires, faisons quelque chose qui soit au moins utile et passons à autre chose. Mais si quelque chose en nous résiste, et si cette chose n'est pas l'inquiétude de perdre les congés payés, la sécurité d'emploi, les vacances en Argentine ou à Bali, la paisible retraite, si ce n'est pas ça, si ce n'est pas surtout ça, et ici il importe d'être franc et de se dire la vérité vraie, c'est qu'il nous reste un peu de foi. C'est que la succursale universitaire de la machine et le rouleau compresseur de la culture de masse n'ont pas réussi à faire de nous des sceptiques complets. C'est que nous sommes demeurés un peu, beaucoup, des croyants et que nous voulons transmettre cette croyance. Mais quelle est-elle au juste, cette croyance? Pourquoi croyons-nous que le monde serait plus pauvre sans Tolstoï, sans Peggy, sans Hegel ou Hannah Arendt? C'est qu'il nous montre à la fois que tout est simple et que rien n'est simple, et que la beauté du monde est dans ce paradoxe. C'est qu'il nous montre qu'il y a quelque chose de parfaitement étonnant à être là, sur cette planète vivante, perdu dans les galaxies, et à pouvoir contempler le ciel comme le prince André dans Guerre et Paix contemplait le firmament lorsqu'il est tombé sur le champ de bataille à Borodino. C'est qu'il y a quelque chose d'extraordinaire à être conscient à la fois de notre propre finitude et de l'infini. C'est qu'il nous rappelle que nous sommes d'ombre et de lumière mêlées, que nous sommes capables du pire comme du meilleur, et que Adolf Eichmann n'était pas inhumain, mais humain, comme nous. C'est qu'il nous montre que derrière une question, il y a une autre question, et puis une autre encore, et que quand nous posons ces questions qui sont sans réponse ultime, nous devenons attentifs au monde, et que l'attention au monde est au fond tout ce que nous avons comme viatique pour passer dans cette existence. Nous voulons former des lecteurs, des spectateurs, des auditeurs, parce que nous croyons que leur vie sera plus riche. Peut-être pas plus heureuse, mais plus riche. Parce que nous pensons qu'à travers les dialogues de Platon, à travers le théâtre de Racine, les films de Kurosawa ou les quatuors de Beethoven, quelque chose passe qui est plus grand que nous et qui nous est nécessaire comme le pain. Former d'abord des lecteurs, des spectateurs, des auditeurs, et non des écrivains, des cinéastes et des compositeurs. Ceux-là se formeront bien eux-mêmes quand le désir viendra et qu'il sera trop fort. Qu'a-t-on à exprimer quand on sort de la polyvalente ou du cégep? Bien sûr, le mal de vivre. Bien sûr, une autre histoire de confusion et de suicide, comme il s'en écrit des centaines tous les jours dans les cours de création littéraire ou de scénarisation. Mais quoi encore? N'est pas Rimbaud qui veut, quoi qu'en disent les critiques pressés en mal du dernier génie. Former des lecteurs, c'est ce que nous voulons. Former des lecteurs, des gens qui n'auront peur ni du silence, ni de la solitude, ni de la complexité, ni de la profondeur. Former des gens qui seront sensibles à la beauté du monde, à ce qui en reste, et qui, à cause de cela, voudront la défendre. Voilà quel devrait être notre lecteur. Robert Morin aime dire qu'au Québec, la moitié des gens préparent un show pour l'autre moitié. Et ça n'est pas près de changer. Chaque rentrée d'automne amène son Himalaya de production culturelle nouvelle. Signe de santé, je ne sais pas. À ce rythme, il ne restera bientôt plus personne pour voir les shows ou lire les livres des autres. On sera trop occupé à créer. Je propose ceci à votre réflexion. Peut-être a-t-on besoin de gens qui écrivent moins et qui lisent plus. Ne serait-ce que pour ne pas avoir à réinventer Balzac à chaque génération. Il faut former des lecteurs. Former. Cultiver, éduquer, élever, enseigner, instruire, nous dit le Robert. Entendez-vous la petite musique qui sonne derrière cette énumération? Devinez-vous le mot caché? C'est le mot autorité. Un mot devenu quasi imprononçable dans le Québec contemporain. Par une autre de ces ironies dont l'histoire a le secret, le client roi, cher aux néolibéraux, donne la main à son petit camarade de l'ultra-gauche pour imposer la dictature de la liberté de choix, ennemie de toute hiérarchie des œuvres et des pensées, et grande admiratrice de l'infinie diversité des identités, toutes égales par définition.
Or, dans un monde où tout est affaire de goût et d'identité, où tout vaut n'importe quoi, la formation, l'éducation, l'enseignement, l'instruction sont impossibles. Mais précisons, il n'y a pas vacance d'autorité. C'est tout simplement une autre autorité qui s'impose, celle du marché, de la culture de masse, du narcissisme et de l'oubli. Il se transmet bien quelque chose, mais c'est tout simplement la société qui se reproduit, c'est la machine qui tourne et qui fabrique avec le rassentiment enthousiaste de nouveaux agents pour son service, et elle règne avec une autorité invisible, flatteuse, caressante, mais implacable. Or, il y a aussi une autorité du passé, de l'histoire, une autorité des valeurs, des grandes œuvres, une autorité de l'enseignant, qui n'ont rien à voir avec l'autorité, fût-elle caressante, du despote. L'autorité du despote repose sur l'asservissement et la domination. Mais l'autorité du passé, des valeurs, des grandes œuvres, des vrais maîtres, celle-là ne peut tenir qu'à notre libre adhésion. Et elle n'exige de nous qu'une chose. Elle exige une réponse, dans laquelle se trouve notre vraie liberté. Or, nous pouvons très bien ne pas répondre. C'est dire l'étendue de notre responsabilité. Sans notre assentiment, le passé et les grandes œuvres glisseront dans l'oubli et nous serons enfermés dans un présent sans relief et sans issue. C'est un étrange renversement. Nous nous sommes crus opprimés par le poids du passé, par son autorité. Or, c'est le passé qui est à notre merci. Pour la première fois peut-être dans l'histoire des cultures humaines, les hommes sont libres d'en finir avec la mémoire. Vous connaissez tous la fin extraordinaire du roman de Ray Bradbury, Fahrenheit 451, plus belle encore dans le film de François Truffaut. Dans un monde où les livres ont été bannis, où ils sont systématiquement brûlés, un groupe de réfugiés mémorise les livres pour les soustraire à la destruction. Chaque personne apprend un livre par cœur pour pouvoir le réciter à ceux qui en font la demande. Et chaque homme ou femme livre, lorsqu'il ou elle sent venir la fin, lègue son livre, qui n'existe plus que dans sa mémoire, à un héritier qui à son tour le mémorise, garantissant ainsi sa pérennité. La fin du film, que je revois régulièrement, me bouleverse. Il y a quelque chose de très calme, de très doux, dans ces gens des livres, ces croyants en quelque sorte, qui se promènent sous la neige en récitant. Quelque chose de très doux, de très calme, et malgré tout, plein d'espoir, malgré l'hiver qui vient. Dans cette petite communauté qui récite en marchant, je vois tout sauf une élite. Ce n'est pas une caste d'esthètes, ce n'est pas non plus un groupe de nantis qui est en train de se doter du capital culturel si utile dans les salons. Ce sont des réfugiés qui sauvent ce qu'ils peuvent de l'oubli, un peu comme les copistes obscurs du Moyen Âge, à qui, d'une certaine manière, nous devons la Renaissance. Et j'ai hâte, à il y a quelques années, l'avenir est aux sources. Gaston Miron.